Moi, j'ai connu des difficultés dans ma trajectoire. J'ai réussi à un moment, et à un moment donné, paf, j'ai connu un échec, mais drastique. Je pourrais en écrire un livre sur ce parcours-là, sur cette période de ma vie, très difficile. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a une chose que je ne sais pas faire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Stéphane François Kadiona, entrepreneur et investisseur en Afrique. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis persuadé que ce sont les deux pierres angulaires indispensables pour bâtir une Afrique puissante et prospère. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme exceptionnel, d'une figure monumentale de l'entrepreneuriat sénégalais et africain, un travailleur acharné, un capitaine d'industrie. Un homme d'une grande vertu. Il s'agit du président Babacar Ngom, fondateur de la CEDIMA et créateur de milliers d'emplois sénégalais et africains. Une vraie source d'inspiration pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Sans plus tarder, je vous laisse avec le président Babacar. Je suis ravi de partager avec vous cet après-midi pour vous dire un peu de mon parcours. Vous raconter peut-être un peu de mon parcours. Il a posé la question de savoir pourquoi j'ai choisi l'aviculture. Ça va être long et difficile à expliquer en même temps. J'ai terminé juste mes études au lycée technique André Pétavin, c'était en 1976. J'avais à peine 21 ans. Mon papa avait déjà fini toutes les formalités pour m'envoyer en France. J'attendais le mois de septembre pour prendre l'avion. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand je vois toute cette jeunesse qui s'embarque dans des pirogues pour aller de l'autre côté, en Occident, l'équation que ça me fait, moi j'avais tout était prêt. Il fallait juste attendre le mois de septembre, je prends l'avion. C'est là où j'ai décidé de ne plus partir. Et il a fallu réussir à convaincre mes parents, parce qu'il faut le savoir aussi, à l'époque, pour un père de famille, mon fils est à Paris ou en Europe, il fait ses études. C'était déjà quelque chose de très valorisant. Donc quand on va dire à son père, j'y vais plus, je vais rester, qu'est-ce que tu fais? Je vais élever des poulets. Pouf, c'est une grosse déception. Pour le papa, c'est une grosse déception. Il a fallu donc trouver des astuces, négocier, arriver à le convaincre pour qu'il me laisse rester au Sénégal. Il a accepté ce choix en se disant, de toutes les façons, je ne veux pas le contraindre. Mais si demain ça se passe mal, bon, à ce moment-là, je vais le réorienter parce que élever des poulets, il n'y avait personne dans ma famille qui faisait ça avant moi. On n'avait jamais vu d'élevage de poulets. Je dis, papa, moi, je veux élever des poulets. C'est comme ça que je suis parti avec mon petit élevage de poulets. Je vais vous dire, j'ai démarré dans une chambre, comme nos chambres dans nos maisons. 4 mètres sur 4 mètres, c'était 16 mètres carrés. J'ai fait ma première commande de poussins qui m'a coûté au total un investissement de 60 000 francs CFA. J'ai acheté 120 poussins. 120 poussins d'un jour, à l'époque, ici à Mbao, au Centre national d'aviculture, le poussin, il coûtait 90 francs. 2 ou 3 sacs d'aliments, 2 ou 3 abreuvoirs, à la limite, les 100 000 francs, on a de quoi prendre son thé. Les 60 000 francs du mois, il reste de quoi prendre son thé. Voilà le départ de CEDIMA. Pour dire quoi? Pour dire que souvent, beaucoup se plaignent de dire je n'ai pas de capital, je n'ai pas d'investissement, c'est vrai, on a toujours besoin de petit quelque chose pour démarrer. Mais ce n'est pas forcément les gros investissements, j'en ai connu, qui ont eu des financements, qui ont eu des ceci et des cela. Ça n'a pas marché. Il faut partir avec ces moyens qu'on a. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on met tout de suite. C'est la force de travail qu'on y met. C'est la force de travail qu'on y met et c'est très important quand on dit travail.
qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça résonne en vous, le travail? C'est ça, ce mot-là, il est extrêmement important. On ne le valorise pas assez. On ne le pénètre pas assez, le travail. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler jusqu'à l'extase? Ça veut dire que vous êtes heureux, c'est comme quelqu'un qui a réussi un examen parce que vous avez tellement bien travaillé, vous êtes tellement donné que vous êtes tout simplement heureux. Ça, ce bonheur-là, on le trouve aussi dans le travail. Certains pensent qu'on travaille pour gagner l'argent et avec l'argent, on va chercher le bonheur en allant en congé. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Moi, pendant longtemps, j'ai dit que je n'allais pas en congé. J'ai dit les Européens, ils peuvent se le permettre. Leurs parents, ils ont déjà fait ça à leur place. Aujourd'hui, ils peuvent aller en vacances partout. Mais nous, Africains, c'est l'ère de construire. Nous devons travailler sérieusement. Aimer le travail. Avoir de la ponctualité. Je le dis souvent et partout. Respectez les horaires. Quand on vous donne un rendez-vous, c'est à 9h, ce n'est pas à 9h05, c'est à 9h. Quand c'est à midi, c'est à midi. Ça, une fois qu'on a réglé cette question-là, vous ne savez pas combien ça peut vous aider. Mais à côté de ça, il l'a dit, la passion. Vous avez choisi. Et ça, c'est une chance. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir choisi mon métier. Peut-être qu'on aurait voulu que j'aille gérer une station d'essence, que j'aille ouvrir un commerce. Mais j'ai choisi, j'ai dit, je vais élever du poulet. Si vous ne baissez pas les bras, si vous travaillez, si vous développez une passion. Et la passion, c'est quoi? Ça veut dire que le métier que vous avez choisi, vous allez chercher à le connaître du moins. Vous allez chercher à le pénétrer, vous allez chercher à le maîtriser. Vous allez chercher par curiosité. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus facile. Ça existe partout. Vous avez Internet, tout le monde a ici quelque chose pour rentrer, vous tapez n'importe quoi, vous avez les réponses. Vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser. Aussi bien que le jeune américain, il peut progresser là-bas, vous avez les mêmes chances entre vos mains pour progresser. Donc ça, c'est la passion. Il n'y a pas de métier sans risque. Il l'a dit aussi, on se trompe, on fait des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'on a connu un petit échec qu'on va abandonner. On n'abandonne pas parce qu'on a choisi, on a fait son choix et on l'assume. Dans ce que nous avons choisi ensemble, l'agriculture, même si vous êtes dans d'autres secteurs par moment, donc vous le faites pour une diversification, mais il y en a d'autres qui le font et qui veulent vivre de ça. Vous aurez quelques problèmes, forcément. Vous aurez quelques difficultés de temps en temps, quelques erreurs de temps en temps. Mais ça ne doit pas, absolument pas vous décourager. Il faut vous dire ça, c'est mon choix. Je veux vivre de ça. Il n'y a pas d'effort permanent qui, au bout, ne paye pas. Extrêmement important, c'est aussi la persévérance. On a dit tout à l'heure, il faut être persévérant. C'est tous ces pays qu'il faut aligner. Quand on est persévérant, on est là, on le fait cette année, on le fait l'année prochaine, on le fait. Chaque année, on se bonifie. On s'améliore, on corrige, on rectifie, on avance. Mais si on choisit quelque chose, dès que c'est un peu difficile, on laisse, on va faire autre chose. C'est difficile, on laisse, on va faire autre chose. On passera toute sa vie à changer, on ne fera rien. Moi, je vous dis, très honnêtement, je pense que on ne peut pas réussir quelque chose de manière durable si ça ne repose pas sur l'honnêteté. En tout cas, l'agriculture ne permet pas autre chose. Quand vous êtes agriculteur, à la base, déjà, vous avez réglé un certain nombre de choses qui font que même certaines choses, ça ne vous tente pas. Et avec le peu que vous allez gagner, il est important de le souligner. Nous tous, on aime l'argent. Mais si vous êtes venu dans l'agriculture, dans ces métiers pour gagner de l'argent, parce que vous avez vu Babacar Ngom, il a construit un bâtiment ou une belle maison, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. On n'y est pas pour gagner de l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est la conséquence du bien travail, c'est la conséquence de la persévérance, c'est la conséquence de tout. C'est une conséquence. On y est par amour, on y est par passion. L'amour de ce qu'on fait, on aime ça. Je peux vous dire une petite anecdote. J'ai élevé des poulets. Pendant longtemps, j'étais le plus gros producteur de poulets. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient 5000 poulets. Moi, je faisais 1000 poulets tous les 15 jours. Et les gens, les commerçants de poulets, les vendeurs de poulets au marché Sandaga, ils venaient prendre du poulet vivant, ils amenaient, ils déplumaient et tout, ils mettaient sur les tables.
il y en avait quelques-uns qui disaient, ils savaient reconnaître le poulet que moi j'avais élevé. Je ne sais pas si vous percevez le message. C'est-à-dire qu'on a acheté des poulets chez moi, chez quelqu'un d'autre, chez beaucoup de producteurs. On les amène, on les a préparés, déplumés et tout, on les met sur l'étal. Et il y a des gens qui disaient que quand ils viennent trouver des poulets déplumés, étalés, ils savaient reconnaître le poulet que Babacar avait élevé. Ça voudrait dire quoi? Moi, quand j'élevais mes poulets, je ne les élevais pas en me disant combien je vais gagner à la fin. Je voulais qu'ils soient bien. Je prenais ma chaise, je mettais là, je les regardais depuis le premier jour. Pendant longtemps, nous vivons d'importation de tout. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'aviculture, la preuve a été faite qu'on est capable de produire et d'arriver à l'autosuffisance. La preuve a été faite. En 86, on était sur les ailes de dinde, les cuisses de poulet, des machins, des trucs. Aujourd'hui, c'est fini. Les Sénégalais produisent leurs poulets et leurs œufs. Des dizaines de milliers de Sénégalais travaillent dans cette filière, dans ces activités, produisent du poulet, des œufs. En 1992, aucun poussin naissait au Sénégal. Aujourd'hui, et ça depuis quelques années, aucun poussin n'est plus importé dans ce pays-là. Tous les poussins naissent ici. C'est ça le combat de la sécurité alimentaire. On est à produire et ça prend du temps pour mettre une filière. Ça prend du temps. L'autosuffisance, c'est important. Il faut qu'on y aille, qu'on y arrive. La sécurité alimentaire, c'est important. Il faut qu'on y arrive. Et ça, on ne peut le faire qu'avec la production. Produire plus, produire mieux. Je tire déjà du principe que dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est simple. Tout s'arrache, tout se mérite. Et d'avoir le sentiment que tout ce qu'on va gagner sera le fruit de notre travail. Et compter d'abord, et ça c'est extrêmement important, compter d'abord sur soi-même, avant même de compter sur les autres. Et surtout compter sur soi-même. C'est ce que les Anglais appellent « believe ourselves », n'est-ce pas? Believe in yourself. Ça, c'est la solution. Si on commence à compter sur les autres, c'est le premier pas vers l'échec, à mon avis. Moi, j'ai connu des difficultés dans ma trajectoire. J'ai réussi à un moment, et à un moment donné, paf, j'ai connu un échec, mais drastique. Je pourrais en écrire un livre sur ce parcours-là, sur cette période de ma vie, très difficile. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est tendre la main. Ça, je me suis rendu compte qu'il y a une chose dans ma vie que je ne sais pas faire, c'est tendre la main. Et j'étais arrivé à un moment où même avoir 100 francs pour acheter du thé, parce que j'aime beaucoup boire du thé, c'était pas possible. J'ai fait des choses, j'ai fait d'autres métiers difficiles, c'est là où j'ai perdu mon droit. C'est une longue histoire. Mais pour dire quoi? Pour dire que, qu'on soit homme ou femme, on doit compter d'abord sur soi-même. Compter sur son énergie, sur son travail, et puis en étant honnête. Avec toutes ces valeurs et ces qualités-là, ça ne perd pas, on ne peut pas perdre. Il y a aussi quelque chose que je peux peut-être rajouter. Moi, c'est une des valeurs que je conseille souvent. C'est un des paix que voilà, ce sont les parents. Ce sont les parents. Vous êtes jeune, quelle est la relation que vous avez avec vos parents? Aujourd'hui, c'est différent, le monde a tellement changé. Nous, en tout cas, dans l'éducation que nous avons eue, il y a une valeur qui est extrêmement importante, c'est le respect, la considération, l'attachement, l'amour qu'on a vis-à-vis de nos parents. Et nous, on explique certaines réussites, on ne peut pas l'occulter, par le dévouement que l'enfant peut avoir vis-à-vis de ses parents. Et je peux vous donner juste un exemple pour terminer. Si vous le souhaitez, je vous donne un exemple. Moi, mon père, c'était mon ami. Je l'adorais. Ma mère aussi, ma fille est là-bas, Kumba. Elle porte le nom de ma maman.
Elle sait que ma maman a vécu chez moi jusqu'à ses derniers jours. Les portait pour l'amener à la Mecque. Elle avait perdu la vue, mais j'ai décidé quand même de l'amener dans ces conditions. Et elle sait combien j'avais d'attachement. Mais je vous donne l'exemple que j'ai vécu avec mon papa. Je devais avoir 28 ans. J'avais fait quelques économies, peut-être même 30 ans, on va dire. Et j'ai décidé pour la première fois d'acheter une voiture neuve. À l'époque, si ce n'est pas quelqu'un de l'administration, personne n'achetait une voiture neuve. C'était très rare. Il y avait quelques milliardaires qu'on citait. Mais sinon, les Sénégalais, c'était venant de France. Tout le monde achetait venant de France. Venant de France, c'est les voitures d'occasion. Et pour la première fois de ma vie que j'ai réussi à faire des économies et je décide d'acheter une voiture neuve. Je vais chez le concessionnaire, je négocie, ça tournait autour de 24 millions. À l'époque, 24 millions, c'était énormissime. On parle des années 92. Je paye et on me dit la voiture vous sera livrée dans une semaine. J'habitais encore dans ma ferme. Je me demande encore à ce moment-là si j'avais encore l'électricité, parce que j'ai vécu 15 ans sans électricité dans ma ferme, 15 ans. Et tous les jours, en attendant cette semaine-là, je prenais le bus pour aller voir le véhicule. C'était en centre-ville. Alors quand j'arrive, le véhicule était dans le... Non, pas dans le parking, il était à l'intérieur, concessionnaire, avec vitré et tout ça, dans le showroom, à l'intérieur. Je venais, j'ouvrais la porte, je rentrais dedans, c'était intérieur cuir. À l'époque aussi, c'était pas comme maintenant, intérieur cuir. Ça sentait le cuir. Mais j'étais là en train d'adorer, d'admirer la voiture. Je me mettais à tourner autour de la voiture. J'étais d'une impatience. Je me voyais le jour qu'on allait me livrer cette voiture-là, que je me mette à la conduire. Mais toute neuve, toute belle. Mais j'ai dit, waouh, mais je rêvais de ça. Je suis impatient. Tous les jours, j'allais regarder, passer quelques heures et je revenais encore à ma ferme. Oui, mais j'étais d'une impatience incroyable. Jusqu'à la veille, c'est-à-dire demain, je dois aller, maintenant c'est le dernier jour, je dois aller prendre possession. Et je me lève le matin, j'arrive. Les gars, pendant qu'ils sont en train de se préparer et tout, je tourne autour de la voiture, je l'observe, je la regarde, je rentre. Et tac, un moment, il y a eu comme une lumière, comme quelque chose qui m'a dit, tiens, un déclic. Babacar, est-ce que tu imagines un seul instant, ce véhicule-là, si tu l'avais offert à ton père, quel serait son plaisir? Mais je te dis tout de suite, j'ai eu des frissons. J'ai ressenti le bonheur de papa. Si je me mets devant lui pour dire, ce véhicule-là, papa, c'est à toi. J'ai dit, Babacar, tu attendras une prochaine fois. Ce véhicule-là est à ton papa. Mon papa n'avait jamais conduit une voiture neuve. Comme tout le monde, il était sur des venant de France, voiture d'occasion, R18 à l'époque. Dès qu'on m'a remis les clés, j'ai conduit, foncé à Guédiawaye. Moi, je suis né à Pikine, un quartier de la banlieue de Dakar. J'ai grandi à Guédiawaye, j'ai étudié à Saint-Louis. J'arrive à Guédiawaye, je monte, il était à l'étage, je viens, je me mets sur on discute. Et au moment de partir, comme à chaque fois, il me raccompagnait jusqu'en bas. On arrive, la voiture était là garée. Je dis, papa, j'ai dit, les clés sont là, cette voiture est à toi. Il me jette les clés, arrête de participer. C'est quoi ce que... Je ramasse, je dis non, je ne blague pas, c'est ta voiture. Il était là. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti? Voilà juste cette histoire que je voulais partager. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et fais-moi savoir le secret de Babacar Ngom qui te paraît le plus important. N'oublie surtout pas de liker, de t'abonner, merci, et de partager la vidéo autour de toi. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. Ciao, ciao.